quand on y pense, ils sont pas très nombreux, les grands auteurs qui ont réussi à créer des univers. Alors, quand on pense univers, on pense à quoi? À J.R.R. Tolkien, je prononce à la française. J.K. Rowling, c'est cette manie d'avoir plein de syllabes, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Herbert, Asimov, J.R.R. Martin, voilà, je dis à moitié à la française et à moitié à l'anglaise. Mais c'est pas courant et en général, les écrivains qui ont créé comme ça des univers l'ont toujours fait soit dans un monde de science-fiction, soit dans un monde de fantasy. C'est en gros, on a besoin du mythe pour avoir les dimensions suffisantes pour accueillir un vrai univers. Des mondes, oui, Balzac, oui, Zola aussi, oui, mais des univers, pas tant que ça, et surtout des auteurs anglo-saxons. Alors, aujourd'hui, on va faire une histoire hypnotique qui va épouser la lecture d'un classique jeunesse magnifique qui est Narnia et qui a été écrit par C.S. Lewis. Encore une fois, je le prononce à moitié à la française, à moitié à l'anglaise, qui était, si ce n'est le meilleur ami de Tolkien, en tout cas un de ses amis très très proches, et pour moi ça me suffit comme bio. Et vraiment, il y a dans Narnia quelque chose de très différent de ce qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un monde, c'est un univers avec un charme suranné. Alors, je sais, quand vous dites suranné, déjà rien que le mot suranné a un charme suranné. Mais c'est vrai, il y a un charme suranné. Et, pardon pour ce que je vais dire, mais c'est so British. C'est-à-dire pour les petites grenouilles de français que nous sommes, écoutez Narnia, c'est voyager dans un monde merveilleux, mais c'est aussi voyager à travers l'Angleterre jusqu'au pays merveilleux que les Anglais auront habité de leurs fées, de leurs lions magnifiques, Aslan, j'ai nommé. Et donc c'est aujourd'hui dans l'univers de Narnia que je vais vous emmener. Je voudrais, avant de nous lancer, simplement faire un petit merci comme d'habitude à Valentine, Mathilde, Jennifer et Ophélie qui ont décidé de soutenir ma chaîne et le podcast Empathie. Et puis avant de commencer l'induction hypnotique, j'aimerais juste vous lire ces premières phrases de Narnia. Il était une fois 4 enfants qui s'appelaient Peter, Susan, Edmund et Lucy. Cette histoire raconte une aventure qui leur arriva lorsqu'ils furent éloignés de Londres pendant la guerre à cause des raids aériens. On les envoya chez un vieux professeur qui vivait en pleine campagne à 16 km de la gare la plus proche et à 3 km du bureau de poste. Ce professeur n'était pas marié et vivait dans une très vaste maison avec une gouvernante, Madame Macready, et 3 servantes. C'était un homme très âgé, avec des cheveux blancs en broussailles, qui poussaient sur une grande partie de son visage aussi bien que sur sa tête. Les enfants l'aimèrent presque immédiatement. Vous ne trouvez pas que c'est so British et qu'on est prêt à se lancer dans une nouvelle histoire hypnotique? Eh bien, on y va. Pour commencer cette hypnose, j'aimerais que tu prennes vraiment le temps de t'installer. Oui, je te tutoie parce que nous allons parcourir ensemble les chemins de l'imagination. Parce que je vais aussi te raconter une histoire qui va devenir une sorte de réalité autour de toi. Et c'est le propre de l'hypnose, c'est aussi le propre de la littérature. Alors quand les deux arrivent à s'allier, ça crée un moment extraordinaire. Et surtout, à chaque fois que tu écouteras cette histoire hypnotique, tu vivras justement une histoire différente, dont tu seras soit le héros, soit l'observateur. Mais en tout cas, c'est une histoire qui va te permettre de te détendre et d'arriver jusqu'au sommeil de la nuit, si tu le souhaites. Pour commencer le voyage, sache qu'il est urgent de ne plus rien faire. Assieds-toi, allonge-toi, sois confortable et reste immobile. Dérobe ce temps précieux au temps pressé et ferme les yeux à moitié. Des aveugles, on raconte que la lumière qui se dérobe à leur regard développe leurs autres sens, l'ouïe mais aussi le toucher. Lorsqu'ainsi tes paupières restent mi-closes et que s'ébauche en toi une forme de recueillement, ce sont les premiers pas vers un état différent que tu vas pouvoir reconnaître de plus en plus, c'est qu'on appelle l'hypnose, la transe. Un état où l'imaginaire est roi et le conscient de plus en plus discret, un peu comme s'il s'endormait au fur et à mesure. Je pourrais bien sûr guider ton attention sur ta respiration, déjà plus lente,
t'inviter à l'écouter, à te laisser bercer par elle jusqu'à ce qu'une partie de toi s'assoupisse. Une voix douce qui fredonne, des bras qui portent dans un balancement doux. Ils savent déjà tout de l'hypnose, ces jeunes parents qui entourent de tendresse leur nouvel amour. L'enfant s'endort, l'oreille collée contre leur cœur. De la douceur, c'est tout ce qu'il faut. Celle de ma voix, alors que tu dérives en toi-même, porté par les flots paisibles du confort engourdi qui fait son lit en toi. La douceur aussi du temps qui passe plus lentement, rythmé par le métronome régulier de ton souffle. Tu te fatiguerais, vainement, à vouloir lutter. Contre qui? Et pourquoi? Ce serait inutile. Ne pressens-tu pas déjà à quel point tu vas pouvoir te sentir bien? Le corps est un peu plus lourd et l'esprit, comme en apesanteur, semble se mettre à flotter. C'est ainsi qu'on rêve le mieux. Comme tous les jours, ton corps se sera fatigué à marcher, ta volonté à combattre et ton espoir à chercher le bonheur. Va, accepte le refuge qui t'est offert. Tu n'as même pas à demander asile face aux difficultés de la vie ici. En ton fort intérieur, ton inconscient crée pour toi l'espace protégé de ton repos. Et c'est ce que tu sens qui se développe de plus en plus et s'installe un état différent de confort, de sécurité. Laisse à ce corps un droit à la paresse. Cet esprit parfois inquiet qu'il se délasse, somnole s'il le veut et dorme s'il le faut. Rien qu'une évocation, une atmosphère cosy, quelque chose de douillet, au confort agréablement contagieux, qui infuse en toi, te transportant sur les ailes d'une songerie au-delà de l'horizon des lourdes pensées, là où les mots et les rêves deviennent réalité et nourrissent dans le terreau profond de notre âme les graines du changement. Une évocation donc. Et pourquoi pas celle-ci? Un feu ronflant dans l'âtre, dont la chaleur se répand en toi comme une merveilleuse présence. Un fauteuil en cuir rendu confortable et accueillant par la seule grâce des années et de ceux qui, avant, s'y sont abandonnés à la recherche d'un simple moment de calme et de paix. Tout autour des livres, pas des ouvrages intimidants dans ces bibliothèques en bois à l'aspect patiné, rien que de belles histoires, des contes merveilleux et des poèmes pleins de vie et de beauté. Un peu de sagesse, ça et là, bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Elle doit se cacher pour se révéler. De la même manière que ton conscient doit parfois réfléchir à nouveau pour mieux retrouver ensuite l'accueil moelleux et méditatif de la transe, car tu es de plus en plus en transe. Dans cette progression de douceur et de tranquillité, comme une sorte de sommeil de l'esprit conscient. Imagine ce fauteuil qui t'accueille, ces bras qui littéralement t'entourent, cette sorte de flottement que l'on ressent quand tout le corps est inerte et dérive jusqu'à l'indolence, qu'il est facile de rêver quand la chaleur du foyer t'entoure. Un cocon de calme, le sens-tu? Une quiétude qui invite à lâcher prise et à fermer les yeux maintenant, les yeux en transe dans la douceur et le calme de l'hypnose. Le feu ronronne comme un chat. Ces deux-là vont bien ensemble, et peut-être votre inconscient souhaite-t-il l'ajouter comme un rehaut de félicité à la scène, son poil luisant de le reflet des flammes. Sa respiration lente semble irradier un sentiment souverain de contentement qui se répand, qui se propage, qui te protège au travers de l'hypnose. Ce n'est pas un crime de savoir profiter de la vie, d'avoir droit aussi à la nonchalance, au dilettantisme, au plaisir simplement. Savoir poser les armes et goûter un moment aux joies évidentes de l'existence. S'autoriser le ventre plein, le corps au chaud et l'âme satisfaite par la lecture d'un livre. S'autoriser à être un animal heureux. Rien que ça, pas plus que ça. Alors laisse la transe des mots continuer à s'installer en toi. Tu trouveras bien une place à davantage de paix, n'est-ce pas? Un fauteuil, une cheminée, un chat. Quel apaisement procure une simple atmosphère. Un fauteuil, une cheminée, un chat et un livre,
pour que l'esprit délivré du fardeau du corps puisse partir à l'aventure de ses rêves. Un auteur américain a dit ces mots tous vrais. Un lecteur a 1000 vies avant de mourir. Et si elle brille dans ton âme, ta vie peut vraiment durer l'éternité un jour. Quand les plus belles phrases, les plus beaux jours fleurissent au contact de ton imagination, tu cueilles alors un jour sans crépuscule. Tout comme l'hypnose distend pour toi le temps et le peuple de toute ta fantaisie. Lire un livre ou se le faire lire, peu importe, la magie est la même. Le sais-tu maintenant que tu es en transe? Tu te surprendras à oublier de penser. Auras-tu dormi? Oui, certainement du sommeil de l'hypnose. Tu connais le titre du livre, Narnia, ce livre que je vais te lire, et qui déjà dans ton cœur s'est préparé à la rencontre comme un ami. Ton imagination s'en a emparée à l'avance, ébauchant des formes comme un premier dessin à crayon sur la toile. À ton rythme, laisse ton inconscient te faire imaginer un voyage hors de ce corps assoupi, de la lumière ancienne de la pensée d'un autre. Des pages mêmes de ce livre se créent pour toi une porte vers l'autre côté. Là se trouve le pays des histoires. Un lieu où chaque mot devient une réalité. Là-bas, un château n'est pas que 7 lettres, mais une évidence de tours, de pierres et de moulures. Là-bas, les forêts peuvent encore être enchantées. Là-bas, ton imagination est au pouvoir. Alors franchis la porte, veux-tu, les sons, les sensations, les images vont se préciser en toi et t'amener toujours plus loin dans l'hypnose. Plus tu plongeras en transe, et plus ton rêve deviendra puissant, présent, vivant, jusqu'au sommeil de la nuit qui t'apportera encore d'autres rêves. L'histoire est sans fin parce que ton imagination l'est. Et à chaque fois que tu franchiras lui, commencera un nouveau il était une fois. Alors bercé par le flux et le reflux de ta respiration, laisse-toi porter par ces mots magiques et vis ce livre. Narnia de C.S. Lewis. Chacun approuva son projet et c'est ainsi que les aventures commencèrent. C'était l'une de ces maisons dont il semble que jamais l'on ne parviendra à découvrir tous les recoins. Elle recelait toutes sortes d'endroits inattendus. Les quelques premières portes qu'ils ouvrirent ne conduisaient qu'à des chambres d'amis, comme l'on pouvait s'y attendre. Mais bientôt, ils arrivèrent dans une très longue salle ornée de tableaux. Et là, ils découvrirent une armure complète. Ensuite, il y avait une pièce entièrement tapissée d'étoffes vertes, avec une harpe dans un coin. Puis il y avait 3 marches qui descendaient, suivies de 5 autres qui montaient, et ensuite une sorte de petit vestibule situé à l'étage avec une porte qui ouvrait sur un balcon. Et ensuite une enfilade de pièces garnies de livres, la plupart très anciens, et certains plus volumineux qu'une Bible dans une église. Et tout de suite après, les enfants inspectèrent une pièce qui était complètement vide, à l'exception d'une grande armoire, ce genre d'armoire dont les portes sont revêtues de miroirs. Il n'y avait absolument rien d'autre dans la pièce, si ce n'est une mouche verte, morte sur le rebord de la fenêtre. Alors, n'y a-t-il pas tous les ingrédients pour faire le plus anglais des rêves? Une grande maison, tarabiscotée, biscornue, très grande, trop grande, presque un manoir. Une maison ancienne, porteuse en elle-même de tous les mystères. Qu'y a-t-il de mieux pour abriter un mystère qu'un vieux manoir anglais ou une maison victorienne? Tout y respire la découverte et l'aventure. Et quel que soit l'âge d'ailleurs, qu'on ait l'âge de Lucie, Peter, Edmund ou Lucie, ou qu'on ait notre âge, eh bien, on a déjà envie de laisser cette maison se préciser autour de nous. Il suffit de quelques ingrédients pour que, comme par magie, elle apparaisse. Des tableaux, bien sûr, une longue salle ornée de tableaux, une armure complète. Comment un fantôme pourrait-il hanter une maison anglaise s'il n'y a pas d'armure complète?
des pièces tapissées d'étoffes vertes, une harpe. Y a-t-il bruit plus magique que la harpe? Seriez-vous étonné si cette harpe se mettait à jouer toute seule un vieil air anglais et mystérieux? Et si, à un moment ou un autre, eh bien une porte se découvrait et donnait sur un passage secret? Et des escaliers, oui, partout des escaliers. C'est tout ce qu'il faut pour créer un univers. Et il faut aussi des livres. Et vous le savez, chaque livre est un univers en tant que tel. Mais là, en quelques lignes, avec quelques ingrédients, c'est la quintessence d'une aventure anglaise qui nous attend. Alors je ne sais pas qui vous serez, peut-être simple observateur, ou peut-être participerez-vous à l'aventure. Mais en tout cas, au fur et à mesure de cette lecture, ce monde de Narnia va se préciser. Il va se nourrir des lectures, des films que vous avez certainement vus de Disney. Et aussi, à chaque fois, trouver eh bien, son originalité, sa beauté et sa bonne portion de surprise dans ce que votre inconscient va y rajouter. Car avec une telle évocation, c'est presque l'archétype des maisons anglaises que j'invoque. C'est l'idée même du début d'un roman pour enfants, d'un roman merveilleux. Où pourrait-on aller ailleurs, si ce n'est à l'extérieur de Londres, dans une grande maison de ce genre? Observez comme le corps se détend. Il a appris plus jeune à se laisser porter par les histoires. Alors c'est pour ça que la respiration ralentit. C'est pour ça qu'il rêve comme ça, si facilement. C'est parce que les histoires lui ont permis d'apprendre à rêver, d'apprendre à dormir, d'apprendre à être calme. Et nous avons tous eu notre portion d'histoire, enfant. Quand on lisait des histoires ou quand on en regardait simplement sous forme de film ou de dessin animé. Quand on en lisait. Et même avant de lire, en regardant les livres d'images, on a rêvé sur de telles maisons, rêvé en essayant de deviner ce qui, derrière un tel décor, se cachait comme histoire. Et puis il y a une mouche verte, morte posée sur la fenêtre. C'est un petit détail, mais c'est ce qu'il faut de réalité à cette scène pour qu'elle devienne crédible, quotidienne, réaliste. Un peu comme dans tous ces tableaux de la Renaissance, même plus tard, dans lequel le peintre a peint une mouche pour servir de contrepoint, pour montrer sa maestria, mais aussi pour montrer à quel point la scène est réelle. Quand quelque chose est si parfaitement idéal que j'en viens à friser la tautologie, eh bien il faut quelque chose de plus trivial, de plus quotidien. Et vous voyez, tu vois à quel point ton inconscient crée ce monde pour toi. Et si ce sont surtout des images qui ont été invoquées au départ, tu peux bien sûr y ajouter des odeurs, l'odeur des vieux livres, l'odeur de poussière, l'odeur d'humidité, la sensation du froid, par exemple. Et puis peut-être les bruits qui peuplent une telle bâtisse. Mais des bruits qui ne sont pas gênants, parce que là, ce sont 4 enfants qui rient, qui explorent. Alors aucun bruit ne peut être perturbant. Les bruits vont simplement donner du charme à cette atmosphère d'exception. Il n'y a rien ici, observa Peter, et ils ressortirent tous en bande, tous
à l'exception de Lucie. Elle restait en arrière parce qu'elle pensait que cela valait la peine d'essayer d'ouvrir la porte de l'armoire, bien qu'elle fût presque certaine que celle-ci serait fermée à clé. Mais à sa grande surprise, la porte s'ouvrit très facilement et 2 boules de naphtaline roulèrent à ses pieds. En regardant à l'intérieur, elle vit plusieurs manteaux suspendus, pour la plupart de longs manteaux de fourrure. Or, il n'y avait rien que Lucie aimât autant que l'odeur et le contact de la fourrure. C'est très ASMR, pardon pour l'anachronisme, mais c'est vrai. Le contact de la fourrure, l'odeur de la naphtaline, vous pouvez le deviner même si vous n'y avez été certainement pas confronté depuis fort longtemps pour préserver les manteaux, éviter les mythes. Et on voyage comme ça, on voyage dans la sensation. Vous savez qu'on va se diriger vers Narnia. Et ce passage va se faire au travers de tous les sens. Non seulement le sens de la vue, mais aussi le toucher, l'odorat. Or, il n'y avait rien que Lucie aimât autant que l'odeur et le contact de la fourrure. Elle entra sans hésiter dans l'armoire, s'enfonça parmi les manteaux et frotta son visage contre eux, tout en laissant la porte ouverte, bien entendu, parce qu'elle savait qu'il était très sot de s'enfermer dans une armoire, quelle qu'elle soit. Elle s'enfonça davantage et découvrit qu'il y avait une 2e rangée de manteaux, pendus derrière la première. Il faisait presque noir là-dedans, et elle gardait les bras tendus devant afin de ne pas se cogner la figure contre le fond de l'armoire. Elle fit encore un pas, puis 2 ou 3, s'attendant toujours à sentir le panneau de bois contre ses doigts. Mais elle ne le rencontrait pas. Ce doit vraiment être une armoire gigantesque, pensa Lucie qui continuait d'avancer en écartant les plis moelleux des manteaux pour passer. Elle remarqua alors que quelque chose craquait sous ses pieds. « Je me demande si ce sont les boules de naphtaline, » se dit-elle. Et elle se baissa pour les toucher avec ses mains. Mais au lieu de sentir le bois dur et lisse du plancher de l'armoire, elle sentit quelque chose de mou, de poudreux et d'extrêmement froid. « C'est très bizarre, » observa-t-elle. Et elle fit encore un pas ou 2 en avant. Un instant plus tard, elle nota que ce qui effleurait son visage et ses mains n'était plus de la douce fourrure, mais quelque chose de dur, de rugueux et même de piquant. « Tiens, on dirait des branches d'arbres !» s'exclama Lucie. Puis elle vit qu'il y avait une lumière devant elle. Non pas à quelques centimètres, là où le fond de l'armoire aurait dû se trouver, mais très loin. Quelque chose de froid et de doux tombait sur elle. Elle découvrit alors qu'elle se trouvait au milieu d'un bois, la nuit, avec de la neige sous ses pieds et des flocons qui descendaient du ciel. Ah, quelle magie dans la progression des sensations. De la blanche naphtaline, on est passé à la neige, en partant d'une même évocation de blancheur, qu'un côté poudreux aussi. Et la surprise, repoussée toujours, une armoire bien plus grande à l'intérieur qu'elle ne l'est à l'extérieur, on dirait un épisode du Doctor Who. Et puis de la neige, un autre monde. Le monde qu'a laissé Lucie, lui, est encore en été. Et ce monde que vous commencez à voir se dévoiler devant vos yeux, c'est bien sûr celui de Narnia, où règne un éternel hiver, le plus beau, le plus magique, le plus merveilleux éternel hiver qui soit. Lucie se sentit un peu effrayée, mais en même temps sa curiosité était piquée au vif. Elle jeta un regard en arrière, par-dessus son épaule, et là, entre les sombres troncs d'arbres, elle put encore discerner la porte ouverte de l'armoire, et même entrevoir la pièce vide d'où elle s'était mise en route. Elle avait naturellement laissé la porte ouverte, car elle savait que c'était stupide de s'enfermer dans une armoire. Apparemment,
Il faisait encore jour là-bas. Je peux toujours retourner en arrière si quelque chose ne va pas, pensa Lucie. Et elle se mit à marcher, cric, crac, sur la neige, à travers le bois, en direction de l'autre lumière. Elle l'atteignait au bout de 10 minutes environ et découvrit qu'il s'agissait d'un réverbère. Tandis qu'elle l'examinait en se demandant pourquoi il y avait un réverbère au milieu d'un bois et en réfléchissant à ce qu'elle allait faire ensuite, elle entendit un crissement de pas venant vers elle. Et peu après, un personnage très étrange sortit d'entre les arbres et apparut dans la lumière du réverbère. Il était juste un petit peu plus grand que Lucie et tenait au-dessus de sa tête un parapluie couvert de neige. Jusqu'à sa taille, il ressemblait à un homme, mais ses jambes étaient formées comme celles d'une chèvre, avec un pelage noir illustré, et, à la place des pieds, il y avait des sabots. Il y avait aussi une queue, mais Lucie ne la remarqua pas tout de suite, parce qu'elle était soigneusement relevée sur le bras qui tenait le parapluie, afin qu'elle ne traîne pas dans la neige. Il portait une écharpe en laine rouge enroulée autour de son cou, et sa peau était plutôt rougeaude également. Il avait une petite figure bizarre, mais avenante, avec une courte barbe taillée en pointe et des cheveux bouclés. De cette chevelure sortaient 2 cornes qui se dressaient de chaque côté de son front. L'une de ses mains, comme je l'ai dit, tenait le parapluie. Sur l'autre bras, il portait plusieurs paquets enveloppés dans du papier brun. À cause de ces paquets et de la neige, on aurait vraiment cru qu'il venait de faire ses courses de Noël. C'était un faune. Lorsqu'il vit Lucie, il eut un tel sursaut de surprise qu'il laissa tomber tous ses paquets. Alors, dans ces quelques lignes, tant d'évocations. Comme il est facile de partir, d'oublier notre monde et de se retrouver dans un endroit merveilleux où règne un éternel hiver, peut-être catastrophique pour ceux qui y habitent, mais charmant pour ceux qui, comme nous, visitons ce pays en vrais touristes, avec seulement les avantages de la littérature sans les inconvénients. Tant d'évocations donc. C'est vrai que lorsqu'on entend le cric-crac des pas de Lucie sur la neige, il est très facile de se retrouver projeté comme ça, dans une ambiance feutrée, calme à cause de la neige, et d'imaginer ces pas un peu plus lents et ce drôle de cric-crac que font chacun des pas, cette manière qu'a la neige de se décrocher comme ça, avec ce petit cric-crac. Et puis il n'y a pas que les phalènes qui sont attirées par la lumière. Lorsque comme ça, dans l'obscurité ou sous la neige, on voit une lumière, c'est quelque chose de profondément humain que d'aller chercher le réconfort de sa présence. C'est aussi profondément humain que d'être attiré par la curiosité et de continuer comme vous le faites actuellement, à aller un peu plus loin en transe, dans une hypnose de plus en plus confortable, dans un pays de plus en plus merveilleux où l'imagination est reine. Alors, quelques changements du quotidien au monde de Narnia. La neige, l'hiver, le jour d'un côté, la nuit de l'autre, et puis cette présence d'êtres merveilleux, mais qui sont là dans une quotidienneté qui fait que leur présence ne choque pas. Il y a juste un léger décalage, et finalement, comme ça, rencontrer un faune, qu'y a-t-il de plus normal? Si c'est un faune bien élevé, très british, qui porte des paquets et tient un parapluie. Et vous pouvez observer comme votre esprit continue à tisser l'histoire et à créer le rêve en même temps qu'il entend le conte. Et cela se fait d'une manière totalement autonome. Toute seule, les images arrivent, les sons, les sensations. Et il est facile d'associer au bruit du cric-crac de la neige sa blancheur ou la fraîcheur de la neige quand on la prend comme ça dans ses mains pour faire une boule de neige. Vous savez, il y a aussi ce moment où ça fait un cric-crac quand on tasse un peu, et ce moment où la neige brûle de chaleur tellement elle est froide, et ce côté agréable de sentir le bout du nez frais, d'avoir même la goutte au nez qui n'est pas si désagréable que ça, et de sentir finalement la réalité de son corps entier en contact avec la nature. On n'est jamais plus vivant que lorsque
tout le corps touche réellement le climat, quand on nage dans une eau vive, quand la neige bat notre visage, par exemple. À ces moments-là, on se sent très présent, physiquement très présent à la réalité qu'on vit. Alors j'aimerais que vous puissiez ressentir cela, cette sensation de liberté, cette sensation de curiosité. Et bien sûr, comme tout cela se passe dans le cadre de l'hypnose, cela se retranscrit aussi au niveau du corps. Le corps dont la respiration devient toujours plus lente, plus régulière, eh bien semble lui s'endormir, alors que déjà une partie en vous rêve toujours plus loin dans cette aventure merveilleuse. Et alors que le faune est tombé de surprise et a laissé choir tous ses paquets, une petite partie de vous attend peut-être impatiemment la suite. « Miséricorde !» s'exclama le faune. « Bonsoir » dit Lucie. Mais le faune était tellement occupé à ramasser ses paquets qu'il ne répondit pas tout de suite. Quand il eut fini, il lui adressa un petit salut. « Bonsoir, bonsoir, dit le faune. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais aurais-je raison de penser que vous êtes une fille d'Ève ?»« Je m'appelle Lucie, lui dit-elle, en ne comprenant pas très bien ses paroles. Mais vous êtes, pardonnez-moi d'insister, vous êtes ce qu'on appelle une fille ?»« Bien sûr, je suis une fille, répondit Lucie. »« Vous êtes, à dire vrai, un être humain ?»« Bien sûr que je suis un être humain, dit Lucie encore un peu interloquée. Certes, poursuivit le faune, comme je suis stupide, mais je n'ai jamais vu un fils d'Adam ou une fille d'Ève auparavant, je suis charmé, c'est-à-dire... » Et là, il se tut brusquement, comme s'il avait été sur le point de laisser échapper malgré lui une parole qu'il ne voulait pas prononcer et que, heureusement, il s'en était souvenu juste à temps. « Charmé, reprit-il. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Tumus. »« Je suis enchanté de faire votre connaissance, monsieur Tumus, » s'exclama Lucie. « Puis-je vous demander, ô Lucie, fille d'Ève, dit monsieur Tumus, comment vous êtes entrée à Narnia ?»« Narnia ? Qu'est-ce que c'est ?» s'étonna Lucie. « C'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, » expliqua le faune. « Le domaine de Narnia comprend toutes les terres qui s'étendent entre le réverbère et le grand château de Kerpravel situé sur la mer orientale. Et vous, est-ce par les farouches bois de l'Ouest que vous êtes venu ?»« Moi ? Je suis entré par l'armoire de la chambre d'amis, » répondit Lucie. « Ah !» regretta monsieur Tumus, avec une voix un peu mélancolique. « Si seulement j'avais mieux étudié la géographie lorsque j'étais un petit faune, je saurais tout sur ces pays étrangers. C'est trop tard maintenant. »« Mais il ne s'agit pas de pays, » répliqua Lucie en éclatant presque de rire. « C'est juste derrière, tout du moins, je le pense. C'est l'été là-bas. »« Pendant ce temps, soupira monsieur Tumus, c'est l'hiver à Narnia, et cela depuis très longtemps. Et nous allons tous les deux nous enrhumer si nous restons plantés là, à parler dans la neige. Fille d'Ève du lointain pays de chambre d'amis, là où règne sur la brillante cité d'Armoire un éternel été. Accepteriez-vous de venir prendre le thé avec moi ?»« Merci beaucoup, monsieur Tumus, dit Lucie, mais je me demande si je ne devrais pas rentrer. »« J'habite tout à côté, précisa le faune. Il y aura un bon feu crépitant, et des tartines grillées, des sardines et des gâteaux. »« Oh, vous êtes vraiment très aimable, dit Lucie, mais je ne pourrai pas rester très longtemps. »« Si vous voulez prendre mon bras, fille d'Ève, suggéra monsieur Tumus, je pourrais tenir ce parapluie au-dessus de nous deux. C'est par ici, en route. » Et c'est ainsi que Lucie se retrouva cheminant entre les arbres, bras dessus, bras dessous, avec cette étrange créature exactement comme s'ils s'étaient connus depuis toujours. Ils n'avaient pas marché bien longtemps lorsqu'ils atteignirent une partie du bois au terrain plus capricieux. Des rochers se dressaient tout autour d'eux, ainsi que des petites collines moutonnantes. Au fond d'un vallon, monsieur Tumus bifurqua soudain, comme s'il voulait entrer droit dans un rocher beaucoup plus grand que les autres. À la dernière minute seulement, Lucie se rendit compte que le faune la guidait vers l'entrée d'une caverne. À peine à l'intérieur, elle se retrouva clignant des yeux à la lumière d'un feu de bois. Monsieur Tumus se pencha alors
et retira de l'âtre, à l'aide d'une jolie petite paire de pinces, un morceau de bois enflammé avec lequel il alluma une lampe. Maintenant cela ne prendra pas longtemps, annonça-t-il, et il mit immédiatement de l'eau à chauffer. Lucie se dit qu'elle n'avait jamais vu une pièce aussi agréable. C'était une petite caverne, bien sèche et bien propre, en pierre rougeâtre, avec un tapis sur le sol et 2 petites chaises. L'une pour moi, l'autre pour un ami, indiqua M. Tumus, et une table, et un buffet, et une cheminée, et, suspendu au-dessus de la cheminée, le portrait d'un vieux faune avec une barbe grise. Dans un coin, il y avait une porte qui, d'après Lucie, devait conduire à la chambre de M. Tumus. Contre l'un des murs s'appuyait une étagère chargée de livres. Lucie les examina pendant que le faune disposait le couvert pour le thé. Il y avait des titres tels que « La vie et les lettres de Silène » ou bien « Les nymphes et leurs manières » ou encore « Hommes, moines et gardes-chasse, une étude des légendes populaires » ou enfin « L'homme est-il un mythe ?» « C'est prêt, fille d'Ève » s'exclama le faune. Quelle merveille ce goûter! Il y avait pour chacun d'eux un délicieux œuf brun, parfaitement cuit à la coque, puis des sardines sur du pain grillé, puis des tartines beurrées, puis des toasts avec du miel, puis un gâteau nappé de sucre glacé. Et quand Lucie eut assez mangé, le faune se mit à parler. Il connaissait des histoires merveilleuses sur la vie dans la forêt. Il raconta les danses de minuit lorsque les nymphes qui habitent les sources et les dryades qui vivent dans les arbres sortent de leur cachette pour danser avec les faunes. Il raconta les longues chasses à courre, à la poursuite d'un cerf blanc comme le lait qui peut exaucer vos souhaits si vous l'attrapez. Il raconta des festins et les chasses au trésor en compagnie des farouches nains rouges au cœur des mines et des cavernes profondément enfouies dans les sous-sols de la forêt. Il raconta l'été, lorsque les bois reverdissent et que le vieux Silène, sur son âne ventru, vient leur rendre visite. Et parfois c'est Bacchus lui-même qui se dérange. Et alors, les eaux des rivières se transforment en vin, et la forêt tout entière s'abandonne aux réjouissances pendant des semaines. Évidemment, maintenant, c'est toujours l'hiver, ajouta-t-il tristement. Alors, pour se ragaillardir, il sortit de son étui, posé sur le buffet, une étrange petite flûte qui avait l'air d'être faite en paille, et il se mit à en jouer. Et la mélodie qu'il improvisa donna à Lucie envie de pleurer, de rire et de danser et de dormir, tout cela en même temps. Il s'était sûrement écoulé plusieurs heures lorsque soudain elle sortit de sa torpeur et déclara « Oh, monsieur Tumus, je suis désolée de vous interrompre, et j'adore cette mélodie, mais vraiment, je dois rentrer à la maison. J'avais l'intention de ne rester que quelques minutes. » Ah, tant de choses se passent en quelques instants. C'est faux comme quelques éléments de décor suffisent à recréer une atmosphère, une caverne, pour évoquer le mystère. Mais 2 petites chaises, le portrait d'un aïeul, pour évoquer le quotidien. Un feu de bois, la lumière qui s'en dégage, une lampe qu'on allume, et un vrai petit festin qui réjouit l'âme à sa simple évocation. Un œuf brun à la coque, des sardines sur du pain grillé, des tartines beurrées, des toasts avec du miel, un gâteau nappé de sucre glacé. Et tu peux sentir à quel point cette évocation d'un foyer sûr, home sweet home, vraiment dans ce cas, crée en toi cette impression de sécurité délicieuse que l'on veut avoir avant de s'endormir. Ces idées qui vont un peu dans tous les sens et qui ressemblent à l'état dans lequel se trouve Lucie, qui est un peu tout à la fois en train de s'endormir et en proie à plein d'émotions et d'images. On appelle ça l'état hypnagogique, cet état juste avant de s'endormir. Et c'est ce que déjà plein de fois au cours de cette séance tu as commencé à ressentir. Ces moments où on se met à penser à U et à dia, à tout, à n'importe quoi. Où les images changent, les évocations. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, unissant toutes ces images, ces sons et ces sensations, il y a ce sentiment heureux, de détente, de relaxation. La sensation entière qui s'installe de plus en plus en toi, celle de se sentir en sécurité, de se sentir bien. Alors,
À certains moments, ton esprit conscient suit l'histoire, puis à d'autres moments, c'est ton inconscient qui te la fait vivre. Puis à d'autres moments, il ajoute des éléments qui n'appartiennent qu'à ton rêve. Et aussi, en permanence, ton corps. Et bien ton corps se détend de plus en plus vers une transe de plus en plus profonde et se met à rêver de son propre chef pour, en quelque sorte, s'endormir du sommeil du conscient pour préparer le sommeil de la nuit. La respiration toujours plus lente et régulière, tu voyages toujours plus loin en toi-même et tu te laisses porter par le flot de tes pensées, le flot de ma voix, dans le courant de calme qui se crée en toi, ce courant qui se dirige vers les rives, vers le rivage du royaume de Morphée. Et là, dans ce lieu, Narnia, où tout est possible, la rencontre d'un fils d'Adam ou d'une fille d'Ève avec un faune tout droit sorti de l'Antiquité, un lieu où les dieux, visiblement Bacchus en tout cas, accompagnés du vieux Silène, eh bien foulent encore la terre. Un lieu où les rivières peuvent se transformer en vin, où on peut partir à la chasse au trésor pour découvrir de merveilleux trésors enfouis dans le sous-sol de la forêt, où l'on peut aussi se voir exaucer un vœu grâce à ce fameux cerf blanc comme le lait. Un endroit où l'enchantement a encore le droit d'exister et qui était peut-être la manière que l'on avait avant, lorsque l'on croyait à une présence du merveilleux, du surnaturel dans la nature, certainement lorsqu'on se promenait en forêt ou ailleurs. Cela enrichissait le regard, comme cela peut enrichir le regard sur ton propre rêve, qui lui va pouvoir continuer au rythme des mots de Narnia. Oh, monsieur Tumus, je suis désolé, je suis désolé de vous interrompre, et j'adore cette mélodie, mais vraiment, je dois rentrer à la maison. J'avais l'intention de ne rester que quelques minutes. Je n'ai pas bien maintenant, vous savez, dit le faune, qui posa sa flûte et regarda Lucie en hochant la tête très tristement. Pas bien cria Lucie, qui sauta sur ses pieds et se sentit plutôt effrayée. Que voulez-vous dire? Je dois rentrer immédiatement à la maison. Les autres vont se demander ce qui m'est arrivé. Mais l'instant suivant, elle s'exclama. Monsieur Tumus, qu'avez-vous? Car les yeux bruns du faune s'étaient remplis de larmes, et ces larmes commencèrent à couler le long de ses joues, et bientôt elles glissèrent, goutte à goutte, du bout de son nez, et finalement le faune se couvrit le visage avec ses mains, et se mit à pousser des hurlements. Monsieur Tumus, s'écria Lucie complètement bouleversée, ne pleurez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Cher monsieur Tumus, dites-moi ce qui ne va pas. Mais le faune continua à sangloter comme si son cœur allait se briser. Et même lorsque Lucie s'approcha de lui, l'entoura de ses bras et lui prêta son mouchoir, il ne s'arrêta pas de pleurer. Il prit simplement le mouchoir et s'en servit copieusement, l'essorant avec ses deux mains chaque fois qu'il était trop humide pour être utilisé, si bien que Lucie se trouva bientôt au milieu d'une flaque. Elle secoua le faune et hurla à son oreille. « Monsieur Tumus, je vous en prie, arrêtez-vous tout de suite. Vous devriez avoir honte, un grand faune comme vous. Pourquoi diable pleurez-vous ainsi ?»« Oh, sanglota monsieur Tumus, je pleure parce que je suis un faune tellement méchant. Je ne trouve pas du tout que vous soyez un méchant faune, rétorqua Lucie. Je trouve que vous êtes un très gentil faune. Vous êtes le faune le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Oh, vous ne diriez pas cela si vous saviez, répliqua monsieur Tumus entre deux sanglots. Non, je suis un méchant faune. Je ne pense pas qu'il y ait eu un faune pire que moi depuis le commencement du monde. Mais qu'avez-vous fait? Demanda Lucie. Tenez, mon vieux père, poursuivit-il. Vous voyez, c'est son portrait au-dessus de la cheminée. Eh bien, il n'aurait jamais fait une chose comme ça. Une chose comme quoi? Dit Lucie. Comme celle que j'ai faite, dit le faune. Entrer au service de la sorcière blanche. Voilà ce que je suis, à la solde de la sorcière blanche. La sorcière blanche, qui est-ce? Eh bien, c'est elle qui tient tout Narnia sous sa domination.
C'est elle qui fait que c'est toujours l'hiver et jamais Noël, vous imaginez? Comme c'est affreux, compatit Lucie, mais pour quel travail vous paie-t-elle? C'est justement ça le plus horrible de tout, dit Monsieur Tumus avec un grognement douloureux et désespéré. Je suis pour elle voleur d'enfants. Oui, voilà ce que je suis. Regardez-moi, fille d'Ève. Me croiriez-vous capable, si je rencontrais dans le bois un pauvre enfant innocent, un enfant qui ne m'aurait jamais fait le moindre mal, me croiriez-vous donc capable de faire semblant d'être ami avec lui, de l'inviter chez moi, dans ma caverne, dans le seul but de le bercer, de l'endormir, pour le livrer ensuite à la sorcière blanche? Non, déclara Lucie, je suis certaine que vous ne feriez jamais une pareille chose. Mais je l'ai faite, avoua le faune. Soit, admit Lucie en parlant assez lentement, car elle voulait dans sa réponse être sincère, sans pour autant être trop sévère pour le faune. Soit, c'est très mal, mais vous le regrettez tellement que je suis certaine que vous ne recommencerez jamais. Fille d'Ève, vous ne comprenez donc pas, s'impatienta le faune. Il ne s'agit pas d'une chose que j'ai faite dans le passé, mais que je suis en train de faire juste en ce moment. Que voulez-vous dire? Cria Lucie en devenant toute blanche. Vous êtes l'enfant, expliqua Monsieur Tumus. J'ai reçu des ordres de la sorcière blanche. Si jamais je vois un fils d'Adam ou une fille d'Ève dans les bois, je dois l'attraper et le lui livrer. Et vous êtes le premier enfant que je rencontre de ma vie. Je fais semblant d'être votre ami et je vous ai invité à prendre le thé. Pendant ce temps, j'ai eu l'intention d'attendre que vous soyez endormi pour aller le lui dire. Oh, mais vous ne le ferez pas, Monsieur Tumus, dit Lucie. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Vraiment, je vous assure, vous ne devez pas le faire. Si je ne le fais pas, dit-il en recommençant à pleurer, elle le découvrira certainement, et elle me fera couper la queue, scier les cornes, arracher la barbe, et puis elle agitera sa baguette autour de mes beaux sabots fourchus et les changera en d'horribles sabots massifs comme ceux d'un misérable cheval. Et s'il est vraiment très, très en colère, elle me transformera en pierre, et je ne serai plus qu'une statue de faune dans son horrible demeure, jusqu'à ce que les 4 trônes de Kerparavel soient occupés, et Dieu seul sait quand cela arrivera, et peut-être même cela n'arrivera-t-il jamais. Je suis vraiment désolé, Monsieur Tumus, dit Lucie, mais s'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. Bien sûr, dit le faune, bien sûr, je le dois. Je le comprends maintenant. Je ne savais pas à quoi ressemblaient les êtres humains avant de vous rencontrer. Bien sûr, je ne peux pas vous livrer à la sorcière, plus maintenant, pas maintenant que je vous connais. Mais nous devons partir tout de suite. Je vous raccompagnerai jusqu'au réverbère. Je suppose que de là, vous pourrez retrouver votre chemin vers chambre d'amis et armoire? Oui, j'en suis certaine, dit Lucie. Nous devons marcher aussi silencieusement que possible, l'avertit Monsieur Tumus. Le bois tout entier est peuplé de ces espions. Il y a même quelques arbres qui sont de son côté. Tous deux se levèrent et laissèrent le couvert du thé sur la table. Monsieur Tumus rouvrit son parapluie, offrit son bras à Lucie, et ils sortirent dans la neige. Le voyage de retour ne ressembla pas du tout au voyage d'aller. Ils marchaient furtivement, aussi vite qu'ils le pouvaient, sans dire un seul mot, et Monsieur Tumus choisissait les endroits les plus sombres. Lucie fut très soulagée lorsqu'ils atteignirent le réverbère. « À partir d'ici, connaissez-vous votre chemin, fille d'Ève ?» demanda-t-il. Lucie regarda très attentivement entre les arbres et aperçut seulement une lueur lointaine qui ressemblait à la lumière du jour. « Oui, dit-elle, je distingue la porte de l'armoire. »« Alors rentrez chez vous aussi vite que possible, » conseilla le faune, « et pourrez-vous un jour me pardonner ce que j'ai eu l'intention de vous faire. »« Bien sûr que oui, » dit Lucie en lui serrant chaleureusement la main, « et j'espère de tout mon cœur que vous n'aurez pas de terribles ennuis à cause de moi. »« Adieu, fille d'Ève, » dit-il. « Peut-être puis-je garder votre mouchoir ?»« Naturellement, » dit Lucie, puis elle s'élança en direction de la lointaine tache de lumière du jour aussi vite que lui permirent ses jambes. Et tout à coup, à la place des branches rugueuses qui l'effleuraient au passage, elle sentit les manteaux, et au lieu de la neige crissant sous ses pieds, elle sentit le plancher de bois, et soudain elle se retrouva sautant hors de l'armoire dans la pièce vide, à partir de laquelle toute l'aventure avait commencé. Elle ferma soigneusement la porte de l'armoire et regarda autour d'elle, en reprenant son souffle. Il pleuvait toujours, et elle entendit les voix des autres dans le corridor. « Je suis ici, cria-t-elle.
Je suis ici, je suis revenu et je vais bien. À partir d'ici, c'est à votre inconscient qu'appartient la suite du rêve. Dans un instant, mes mots s'effaceront, ma voix se taira, mais vous allez pouvoir continuer à rêver plus loin, jusqu'au sommeil, jusqu'au moment où vous aurez envie de vous laisser porter par quelque chose d'autre et de vous laisser dériver vers le royaume de Morphée. Mais en attendant, profitez peut-être de ce lieu, de ces lieux magiques, cette grande maison tarabiscotée, ou bien franchissez avec vos frères et sœurs l'armoire pour aller visiter plus avant le pays de Narnia sous la neige. Vous pourrez croiser la sorcière blanche, ou même le Père Noël, ou bien encore découvrir Aslan, ce lion merveilleux qui est la figure agissante du bien dans le monde de Narnia. Et tout cela n'appartient qu'à la fantaisie de votre inconscient, à votre envie. Et vous pouvez aussi décider simplement de vous promener à bord d'un traîneau dans cette blancheur qu'est le pays de Narnia sous l'hiver. Mais tout ce que vous allez vivre va vous permettre de rêver davantage, de laisser votre corps se détendre jusqu'au sommeil, l'esprit lui permettre de rêver, jusqu'à parvenir à ce moment où on ne se demande plus si l'on rêve et déjà l'on dort. Alors, dans le silence de la nuit, dans le silence du calme intérieur, mes paroles s'effacent.